Bien, nous allons faire la correction de la dernière partie de l'exercice proposé concernant le record du monde de saut en longueur à moto. Sachez que nous avons fait la correction de la phase d'accélération où le pilote, bien sûr, accélère pour avoir une vitesse suffisante, hein, et monter le tremplin. Nous avons également fait la correction de la montée du tremplin, c'est-à-dire de B à C. Maintenant, le pilote il est au point C et il s'apprête bien sûr à faire le saut jusqu'au point D normalement. Et donc, c'est cette partie que nous allons faire aujourd'hui. Donc, je rappelle bien entendu l'allure de la trajectoire. Sachez qu'il arrive au point C avec la vitesse acquise sur le tremplin BC. On a dit que c'est 160 km par heure. Vous voyez, il arrive avec une vitesse au point C qui est égale à 160 km par heure. Donc cette vitesse est la vitesse initiale V0. Je vais mettre une flèche qui manque. Voilà. Et cette vitesse V0 fait un angle alpha avec l'horizontale. Et cet angle alpha, il est donné sur le sujet. C'est 27 degrés, vous voyez. Donc, lorsqu'on va faire l'étude du saut du point C au point D, nous allons prendre l'origine des temps, c'est-à-dire des dates, au point C, t égale à 0. C'est-à-dire que les conditions initiales, ça va être au point C, et c'est au point C qu'on aura t égale à 0. Et donc, on va établir, bien sûr, les équations horaires de la position du pilote, et on va répondre aux questions qui sont posées. Donc, vous voyez, regardez, je veux juste l'allure de la trajectoire. Donc, vous voyez que la trajectoire, elle est parabolique. Vous voyez, il s'agit d'une parabole. Et cette parabole, on va trouver son équation. Donc, c'est ce qu'on va faire juste après. Bien, nous allons commencer par la première question, 3.1. On vous demande, en appliquant la deuxième loi de Newton, donc je vais écrire deuxième loi de Newton, montrer les équations horaires suivantes. X de t, Z de t. Donc, ici, j'ai V0 cos alpha, le tout fois t, et Z de t, c'est moins 1 demi, gt carré, plus V0 sin alpha, le tout fois t, plus h. Donc ça, ce sont les équations horaires du centre d'inertie, OG, qu'on vous demande d'établir. Sachez que j'ai fait pas mal d'exercices qui traitent ce genre de questions. Donc je vais vous rappeler quand même la méthodologie. C'est elle qui est intéressante à retenir. Donc voilà, on vous donne un système mécanique qui effectue un mouvement, c'est-à-dire une trajectoire parabolique, et on vous demande, à l'aide de la deuxième loi de Newton, établir bien sûr les équations horaires de sa position, c'est-à-dire OG. Sachez que parfois, dans ce genre d'exercice, on vous guide un petit peu
pour trouver les équations horaires. C'est-à-dire, on vous pose des questions préliminaires jusqu'à trouver les équations horaires. Ici, on vous demande, en utilisant la deuxième loi de Newton, établir les équations horaires du centre d'inertie du système mécanique. Dans ce cas, il faut avoir en tête la méthodologie et les étapes à suivre. C'est ce qu'on va faire ici. Tout d'abord, voilà des questions sur lesquelles il faut répondre. Tout d'abord, avant de commencer, bien entendu, d'écrire la deuxième loi de Newton, on va répondre à ces questions. D'abord, le système mécanique. Le système mécanique, ça veut dire quelle est la chose ou l'objet sur lequel on est en train de faire l'étude. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un référentiel. Dans quel référentiel nous allons faire cette étude? Parce que les référentiels, il y en a beaucoup. Donc, quel est le référentiel? Ça veut dire qu'il faut le préciser. Ensuite, définir le repère qui est lié au référentiel. Je vais le marquer, lié au référentiel. Et enfin, bien entendu, la deuxième loi de Newton fait appel à des actions, c'est-à-dire à des forces. Et par conséquent, ici, il faut faire un bilan des forces. Ça veut dire quelles sont les forces, bilan des forces, quelles sont les forces appliquées à notre système mécanique. Une fois qu'on donne la réponse à ces 4 questions, on passe à l'écriture de la deuxième loi de Newton, et puis petit à petit, on arrivera à la réponse, bien sûr, demandée. Donc, quel est le système mécanique alors qu'on est en train d'étudier depuis le début? C'est pilote plus moto. Attention, c'est pilote, voilà, plus moto. Voilà, le système mécanique, bien sûr, il est composé de ces deux parties. Le référentiel, bien entendu, c'est le référentiel terrestre. Supposé galiléen. Supposé galiléen, ça veut dire qu'on peut appliquer la deuxième loi de Newton dans ce référentiel-là, en prenant comme force les forces extérieures appliquées au système mécanique. Bien, maintenant, quel est le repère lié au référentiel O, qui est pour origine O, I, K? Vous voyez, c'est donné sur le sujet. Faites attention à ça parce que parfois, on met comme axe des ordonnées Z et là X. Vous voyez, donc là j'ai K et là j'ai I comme vecteur unitaire. Parfois on vous donne Y. Vous voyez ici. Et là, je vais mettre le vecteur unitaire J, si vous voulez, comme ça. Donc faites attention à bien observer un petit peu le schéma de l'exercice pour voir quelles sont les notations utilisées dans l'exercice, tout simplement. Bon, maintenant le bilan des forces. Donc sachez que dans l'exercice, on vous demande que le système mécanique n'est soumis qu'à son poids. Ça veut dire que les forces de frottement sont négligées dans cet exercice. Donc il n'y a que le poids.
Et je vais mettre force de frottement négligeable. Négligeable. Voilà. Bien, donc voilà, on vient de répondre à ces 4 questions. Bon, maintenant, on passe à la deuxième loi de Newton. Donc, pour écrire la deuxième loi de Newton, c'est bien de l'écrire d'abord dans le cas général. Donc, deuxième loi de Newton. Qu'est-ce qu'il dit la deuxième loi de Newton? Qu'on appelle aussi le principe fondamental de la dynamique aussi, vous voyez? On appelle aussi le principe fondamental de la dynamique. Si un jour vous trouvez ça, sachez que ça n'est rien d'autre que la deuxième loi de Newton. Donc il dit que la somme des forces extérieures, je vais noter ça comme ça, extérieures, appliquées au système mécanique, est proportionnelle à son accélération. Vous voyez, A, ici, la masse correspond à la masse du système mécanique, à l'accélération du centre d'inertie du système mécanique. Sachez que là, je vais mettre G, mais sachez que souvent, vous ne trouvez pas G noté avec l'accélération. Mais sachez que on est en train de faire ce que l'on appelle par la mécanique du point matériel. Vous voyez, mécanique, je vais l'écrire ici, mécanique du point matériel. Du point matériel, ça veut dire que l'objet, il peut être de n'importe quelle forme, sachant que là, j'ai son centre de gravité et sachant que j'ai sa masse m, et bien son étude sera faite en supposant qu'il y a juste un point, c'est son centre d'inertie G, et une masse m. Et donc, c'est ce point-là qui va m'intéresser dans l'étude mécanique, bien sûr, de ce système mécanique qui est un peu complexe. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire dans cet exercice. Sachez que l'autre mécanique, bien sûr, qui va montrer la trajectoire de chaque point de ce système, c'est un peu complexe. On appelle ça la mécanique du solide. Vous voyez, mécanique du solide. Donc la mécanique du solide a d'autres équations, a d'autres lois, a d'autres principes. Hein. Donc voilà, donc ici on fait la mécanique du point matériel et par conséquent c'est pour cela qu'on met toujours ici G, c'est-à-dire le centre de gravité, vous voyez, c'est mal écrit. Voilà. Bien, donc ça c'est la loi générale. Donc lorsque vous donnez la loi dans le cas général, bien sûr il faut l'appliquer dans notre cas. Donc je vais noter dans notre cas, c'est-à-dire dans notre étude mécanique, puisque la somme des forces extérieures se limite à P, donc je marque P, comme ça, égale M fois AG. Voilà la deuxième loi écrite dans notre problème à nous. Donc je vais partir bien sûr de cette loi et je vais progresser petit à petit vers les équations horaires. Donc retenez une chose, c'est que là, je suis en train de vous donner des règles et des principes que vous devez savoir pour faire ce genre d'exercice. Parce qu'une fois que vous avez la méthode dans la tête, on peut l'appliquer à n'importe quel problème similaire à celui-là. C'est-à-dire, on appelle ça la chute libre parabolique, si vous voulez. Hein. J'ai fait pas mal d'exercices à ce sujet. Donc, on va partir de la deuxième loi de Newton, P égale à ma
G, centre d'inertie du système mécanique. Sachez que la loi, elle vous donne les composantes de l'accélération à G. Ça veut dire quoi? Ça veut dire AX égale à quoi? À Z ici, parce que j'ai pas Y, j'ai Z. Ça, c'est la deuxième loi qui me donne ça. Ensuite, sachant que A de G égale à la dérivée de la vitesse, vous voyez, là, à l'aide de cette relation, on va déterminer les coordonnées de la vitesse. Donc ça va être V de x de t, hein, c'est toujours de t égale V de z de t égale. Et sachez que ça vient du fait que AX, vous voyez, AG égale à D de V sur D de T. Donc je peux écrire que AX égale à D de V de X sur D de T. Et A de Z égale à D de V de Z sur D de T. Vous voyez? Donc ces deux écritures-là me donnent les coordonnées de V en faisant leur primitive. Donc là, c'est les primitives qu'il faut faire, ou bien des intégrations. Tout dépend de chacun comment il nomme ce travail. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Bien, maintenant qu'on a déterminé les vitesses, ben, ça va nous donner maintenant les OG que je cherche. Vous voyez? Et comment je vais trouver ça? Sachez que la vitesse par définition, c'est d de OG sur d de t. Vous voyez? Donc, je vais trouver x de t égale z de t égale. Et comment faire ça? C'est exactement pareil que là. C'est à l'aide de primitives. Donc ici, v de x, c'est d de x sur d de t. Voilà, c'est la dérivée de x. Et v de z, c'est la dérivée de z par rapport au temps. Vous voyez? Donc, ces deux expressions me donnent bien sûr OG par l'utilisation, bien sûr, des primitives. Vous voyez? Donc voilà, ici, bien sûr, sachez que je suis en train de faire l'exercice pour vous donner des méthodes, mais c'est pour comprendre comment, quelle est la démarche à suivre pour arriver à la réponse. Donc voilà, bien sûr, la démarche qu'il faut suivre. Hein. Il y a juste une dernière chose, ce sont les conditions initiales, parce que sachez que lorsqu'on travaille sur des primitives, vous voyez, là et là, il y a toujours des constantes à déterminer, et ces constantes sont déterminées à l'aide des conditions initiales. Vous voyez, je vais effacer tout ça, je vais écrire les conditions initiales, et après, je démarre le travail, et après le travail, il suffit juste d'appliquer un petit peu ces règles-là. Donc, condition initiale. Indispensable pour trouver les équations horaires. Alors, je vais refaire un schéma rapide du problème. Donc, sachez que là, normalement, il y a le tremplin. Là, vous avez Z. Là, j'ai X. Là, j'ai Z. Donc là, j'ai le vecteur unitaire K. Là, I. Là, 0. Donc, sachez que le point C, il est là.
Voilà. Donc la vitesse initiale, bien sûr, je la note V0 et là j'ai un alpha. Vous voyez? Voilà. Sachez que ici, vous avez le point C. Là, j'ai le point B. Donc le pilote, il est là, à t égale à 0. Vous voyez? Hein, donc je vais noter ça, à t égale à 0, c'est-à-dire l'origine des temps. G est confondu, c'est-à-dire le pilote est au point C. T égale à 0, le pilote plus moto au point C. Ça, c'est important. Donc, sachez que ici, là, cette distance-là, je vais la noter petit h. Vous voyez, parce qu'elle est en hauteur, bien entendu, par rapport à z. Vous voyez, elle se trouve à une altitude que je peux noter par la lettre h. Donc, vous voyez que les conditions initiales se portent sur la position du système mécanique et sur sa vitesse initiale. Donc, je vais vous donner un petit peu les coordonnées hein, de OG0. Donc, OG0, c'est-à-dire ici, G0, c'est au point C. Là, ici. Donc, faites attention parce que dans l'exercice, quand on vous a donné la phase d'accélération, elle commençait par G0, etc., etc., G1. Mais ça, c'est autre chose. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Là. C'est-à-dire que là, on commence un nouveau problème, si vous voulez. Vous voyez? Donc, x0 égale z0 égale. Donc voilà, il suffit de prendre les coordonnées de OG0. OG0. Donc, vous voyez que x, c'est 0. Là, parce que je suis là, vous voyez, l'abscisse de G0, c'est 0, vous voyez. Et l'ordonnée de G0, c'est H. Bon, ça, c'est la première chose, vous voyez. Maintenant, V0, la vitesse initiale, sur X et sur Z. Bon, là, ce sont des fonctions trigonométriques, on l'a déjà fait dans d'autres exercices. Si je projette V0 sur X, là, ça c'est X, hein, parce que cet axe, il est parallèle à X, vous voyez? Donc, ça va me donner V0X égale V0 cos alpha. Sachez que la projection sur un axe, c'est le alpha et les deux côtés de l'axe qui nous intéressent, c'est toujours le cosinus. Alors, vous pouvez faire les fonctions trigonométriques, vous allez voir que c'est le cosinus qui marche sur x. Voyez? Et V0Z égale, c'est le contraire de cosinus, c'est sinus alpha. Voilà. C'est-à-dire, je projette ça sur l'axe Z. Hein, ce sont des projections, hein, d'accord? Bien, donc ça, c'est à noter parce que c'est indispensable dans la résolution de la question 3.1. Vous voyez que j'ai pris pas mal de temps et j'ai pas commencé la résolution. Mais là, je vais commencer à le faire. Bien, donc, voilà, on va commencer maintenant la résolution. Après tous les rappels que je viens de faire, c'est indispensable, bien entendu, pour trouver les équations horaires. Donc maintenant, or P égale à M fois G. Bon, ça, on connaît cette relation entre le poids et la masse. Donc, il suffit de remplacer P par M fois G ici. Donc, M fois G égale à M à G. Vous voyez que je simplifie par les masses et je trouve que
AG égale au vecteur accélération de pesanteur. Vous voyez, AG égale à AG. Ça, c'est la première chose qu'il faut trouver. Or, quelles sont les coordonnées de G sur XZ? Donc, sachez que, je rappelle, hein, à chaque fois, je vais vous faire le schéma. X, il est là, 0, il est là, Z est là. G, c'est comme ça. Donc, vous voyez que c'est 0 sur X et moins G sur Z, parce que ça va dans le sens contraire. Regardez les sens des flèches. Vous voyez? Donc, les coordonnées de l'accélération, bien sûr, du centre d'inertie, hein, sont AX égale à 0. Pourquoi? Parce que G n'a pas de projection sur OX, hein, n'a pas de composante sur OX, et AZ égale à moins G. Donc voilà, vous voyez que la deuxième loi de Newton nous donne les coordonnées de l'accélération du centre d'inertie. Donc ça, c'est la première chose, bien sûr, à faire. Et sachez qu'en général, la deuxième loi de Newton nous donne toujours l'accélération du système mécanique, bien entendu connaissant les forces extérieures appliquées au système et sa masse. Sinon, je ne peux pas déterminer l'accélération. Bien, donc, maintenant, on va aller vers la vitesse maintenant. Vous voyez, donc je vais marquer V comme ça, T, et je vais juste poser la question. Sachez que vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je le fais comme ça. Vous voyez? Donc, la première chose à faire, c'est d'écrire que AX, c'est la dérivée de V de X sur D de T. Bon, ça, il n'y a pas de problème à ça. Vous voyez? Sachant que A de X, elle est nulle. Donc, la primitive d'une fonction nulle, c'est une constante. Donc, V de X, je peux marquer de T, ça n'est pas obligatoire, égale à une constante que je vais appeler K1. Donc ça, c'est, je vais marquer ici, primitive. Ça nous donne ça. Et vous, si vous voulez vérifier, dérivez la fonction V de X, vous voyez, pour trouver ça. Ça, c'est par dérivation, si on fait le chemin inverse, vous voyez. Pour vérifier, bien sûr, si votre primitive est correcte ou pas correcte. Donc, sachez que c'est une constante, et cette constante, ça se détermine par les conditions initiales. Or, V0 de x égale à V0 cos alpha. Ça veut dire, à t égale à 0, j'ai V0 cos alpha. Or là, je n'ai pas de t. Donc ça, c'est égal à K1. Vous voyez? Donc, je vais le mettre en rouge. Donc, je viens de trouver V de x de t égale à V0 cos alpha. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est sur l'axe Z. Donc ça, c'est pour Vx. Maintenant, Vz, je vais faire pareil. Donc, A, Z égale à D de V de Z sur D de T. Hein, c'est la définition qui est donnée à l'accélération à Z. Or, ça, c'est égal à moins G. Sachant que là, ça, c'est égal à 0. Hein, d'accord? Donc, je vais marquer ici 0. Pourquoi? Parce que l'accélération à x égale à 0. Comme ça, vous avez la dérivée de quelque chose d'une fonction égale à 0, c'est que la fonction est constante. Ça, c'est la dérivée d'une fonction égale à une constante. Alors, regardez vos cours sur les primitives et les intégrations. Donc, vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Donc, ici, donc, je vais marquer primitive, pareil.
Donc, d'une constante, alors, ça va être quoi? Donc, ça va être Vz de t égale à moins g fois t plus une constante d'intégration que je vais appeler K2. Surtout, donner les constantes d'intégration ou de primitives, donner des symboles ou bien des notations différentes. Parce que sinon, parce que K2 ici, c'est pas pareil que K1 dans ce cas-là. Bien, donc, on va utiliser les conditions initiales. Sachez que si vous dérivez ça, vous trouvez moins g. Regardez, je dérive moins g fois t, c'est moins g. La dérivée d'une constante est nulle. Donc, je trouve moins g. C'est ce qui est là. Hein, d'accord, je vais marquer là aussi. Par dérivation, vous pouvez vérifier. Oui. Donc, maintenant, comment trouver K2? Sachez que K2, pour aller plus vite, vous donnez à t égale à 0, n'importe quelle équation, vous donnez le temps égal à 0. Donc, là où il y a le temps, ça va s'annuler, ça va donner 0. Et la constante sera la fonction qui est là à t égale à 0. Donc, K2, c'est V0 de Z. Donc, ça veut dire que K2, c'est V0 sin alpha, si vous voulez. Mais on va le faire là. Donc, à t égale à 0, j'ai V0 de Z hein, égale, je donne 0 au temps, donc moins G fois 0 plus K2. Mais ça, c'est égal à quoi? C'est égal à V0 sin alpha. Vous voyez? Donc, puisque moins G fois 0, c'est 0, donc K2 égale à V0 sin alpha. Vous voyez? Donc ça, c'est la constante K2. Donc, quelle est maintenant l'équation de Vz de t? Vz de t, il se fait de remplacer K2 par cette expression qui est là. D'accord? Donc, je vais le mettre là. Hein, Vz de t égale à moins g fois t plus V0 sin alpha. Donc, vous voyez que ça, c'est la deuxième expression de la vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire ici? On vient de déterminer Vx et Vz. Vous voyez? Hein, je vais marquer de t, si vous voulez, égale, et là, de t égale. Donc, je vais noter là, c'est V0 cos alpha. Là, c'est moins g de t plus V0 sin alpha. Voici les coordonnées du vecteur vitesse. Donc, vous voyez que ça a été obtenu à partir de l'accélération et je marque à l'aide des primitives. Comme ça, vous vous rappelez de la méthode utilisée. Bien. Bien, j'espère que vous avez compris un peu la démarche. La deuxième loi de Newton me donne les coordonnées de l'accélération. Les coordonnées de l'accélération me donnent les coordonnées de la vitesse. Et maintenant, les coordonnées de la vitesse, elles vont me donner les coordonnées du centre d'inertie, c'est-à-dire de la position du système mécanique. Ça veut dire x de t hein, et z de t. Et tout ça, c'est par primitive. Retenez quand même la méthode. Ah, donc, sachez que c'est au g de t. Hein, sachez que si on ne met pas t, c'est que, sous-entendu, c'est en fonction du temps.
Donc, comment je vais faire alors? Donc, x de t, c'est la primitive de v de x. Donc, je vais noter ici que v de x, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Ça, c'est la définition. Or, quelle est l'expression de v de x? C'est v0 cos alpha. Vous voyez? Donc, vous voyez que là, j'oublie un petit peu ce côté-là, vous voyez? Et c'est comme si j'ai une fonction x' égale à v0 cos alpha. Donc, est égal à une constante. Sachez que v0 est une constante, alpha est une constante, donc l'ensemble représente une constante. Donc, ça va me donner, par primitive, c'est comme la démarche de tout à l'heure, x de t, comme ça, égale v0 cos alpha, je mets des parenthèses, t, plus une constante d'intégration que je vais appeler K3. Donc, vous voyez que là, c'est primitive. Et toujours faites la dérivation pour voir si vous trouvez, bien sûr, la fonction de départ. Dérivation pour voir si vous trouvez la fonction de départ. Vous voyez, je dérive ça. La dérivée d'une constante est nulle, donc ça part. Et la dérivée de une constante fois t, c'est la constante. Et je trouve la constante qui est là. Bon, maintenant, quelle est la valeur de K3? C'est toujours par rapport aux conditions initiales. Hein. En fait, vos données est égale à 0. Donc là, ça va être 0. Et là, x0. Donc K3, c'est x0 de t. Donc je vais le faire là, si vous voulez. À t égale à 0, x0 égale v0 cos alpha fois 0 plus K3. Vous voyez, vous remplacez t par 0 et x par x0. Or, combien on a trouvé dans les conditions initiales pour x0? On a trouvé 0. Donc, K3 égale à 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x de t égale à v0 cos alpha fois t, tout simplement. Ici, c'est 0. Donc, je vais le mettre en rouge. Donc, on trouve que x de t égale à v0 cos alpha fois t. Donc, voilà la première équation horaire qu'on vient de trouver. Regardez, elle est là. D'accord? Maintenant, pour la deuxième équation horaire. Donc, c'est toujours la même démarche. V de z égale à d de z sur d de t. Vous voyez, on part toujours de la définition basique. Or, v de z, c'est égal à quoi? Ben, j'écris tout ce qui est là. Vous voyez? Ça veut dire moins g fois t plus v0 sin alpha. Voilà. Donc, si j'oublie le v de z là, donc j'ai z' égale à ça. C'est une fonction mathématique de la forme a fois t plus b. Donc, par primitive, je vais le faire aussi, par primitive ou intégration, hein, d'accord? Ça va me donner z de t égale, ici, moins g t carré sur 2. Donc, moins g t carré sur 2. Vous voyez, moins g est une constante, t carré sur 2. Hein, si vous dérivez ça, vous allez trouver moins g de t. Plus v0 sin alpha fois t,
plus, bien entendu, K4. Parce que là, je suis à K4, vous voyez. Donc, pour déterminer K4, on donne à t égale à 0. Donc, t égale à 0 ici, ça va donner 0. Ici, ça va donner 0. Et donc, ça va être Z0. Donc, K4, normalement, c'est égal à H. Donc, quelle est l'équation horaire? D'ailleurs, regardez, je vais mettre carré ici. Quelle est maintenant l'équation horaire si je remplace K4 par H? Vous voyez, je vais l'écrire ici en rouge. Donc, Z de t égale, cette équation-là, je vais la réécrire. Vous voyez? Sachez que moins gt carré sur 2, vous trouverez ça toujours écrite comme ça, mais c'est la même chose. Voilà. Moins 1 demi gt carré plus V0 sin alpha, le tout fois t, ça ne change pas, plus h. Vous voyez? Bien, donc, regardez maintenant l'équation horaire qu'on vient de trouver. C'est l'équation horaire qui est là. Donc, pour résumer maintenant cette solution, je vais écrire. Si je fais la suite de ce que j'ai donné avant, je peux marquer finalement, OG de t, c'est-à-dire les équations horaires du centre d'inertie, c'est x de t égale à V0 cos alpha t, z de t égale à moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha fois t plus h. Donc vous voyez bien qu'on arrive bien entendu aux équations horaires qui sont demandées dans la question 3.1. Donc vous voyez que ça nous a pris un peu de temps, mais j'espère que vous avez retenu un peu la méthode. C'est ça qui est important, parce que ce n'est pas le résultat, ce n'est pas les équations horaires. Comment y arriver? Et cette question était quand même un petit peu posée de façon un petit peu compliquée. Pourquoi compliquée? C'est-à-dire qu'on ne vous donne pas d'étape intermédiaire. C'est-à-dire que vous devez, je vais résumer un petit peu, vous devez déjà écrire les conditions initiales. Sans les conditions initiales, je ne peux pas trouver les constantes d'intégration ou bien les constantes de primitives. Vous devez suivre étape par étape, c'est-à-dire trouver d'abord les coordonnées de l'accélération, ensuite par primitive celle de la vitesse, et enfin par primitive celle du centre d'inertie. Donc voilà pour la question 3.1. Bien, pour la question 3.2 maintenant, on vous demande de montrer que la trajectoire a pour équation z de x égale moins g sur 2v0 carré cos carré de alpha, tout ça x au carré, plus tangente alpha, tout ça fois x plus h. Donc, vous voyez que cette équation, elle est de la forme ax au carré plus bx plus h. Donc, je vais l'écrire ici. Il est de la forme ax au carré plus bx plus c. Vous voyez, le c, c'est h. On appelle ça un polynôme du deuxième degré en mathématiques, ou bien un trinôme. Un trinôme, ça veut dire qu'il est composé de 3 termes. Ax au carré, bx et c. Alors, comment faire pour trouver cette équation? C'est à partir des équations horaires qui sont là. Donc, je vais vous donner déjà la méthode. Je vais noter cette équation 1,
et c'est là équation 2. Hein. Sachez que vous prenez le temps de l'équation 1, t, et vous le remplacez dans l'équation 2. Voilà la méthode générale qu'on doit utiliser pour ça. Hein, ça s'appelle des équations paramétriques, c'est-à-dire le paramètre c'est le temps. Et donc j'élimine le temps d'une équation et je le remplace dans l'autre. Donc le plus simple ici, bien sûr, c'est de le prendre de x et de le remplacer dans z. Donc je vais noter de l'équation 1, j'ai le temps t égale à x sur v0 cos alpha. Donc là, ça ne pose aucun problème. J'appelle cette équation l'équation numéro 3. Donc 3 dans 2, l'équation 3 dans l'équation 2 vont me donner z de x. Faites attention, parfois on oublie qu'on travaille sur x et on met z de t. Z de x moins 1 demi, tout bêtement, je vais remplacer g t carré. Donc t carré, c'est x sur v0 cos alpha, le tout au carré, vous voyez. Il n'y a aucune difficulté à écrire ça. Plus maintenant, v0 sin alpha fois x sur v0 cos alpha. Et enfin, plus h à ne pas oublier. Voilà, donc je résume. J'ai pris le temps de l'équation 1, ici, et je l'ai remplacé dans l'équation 2. Voilà, vous voyez, de 1, je prends le temps, je l'ai appelé équation numéro 3. L'équation 3 dans l'équation numéro 2 me donne tout ça. Donc maintenant, c'est juste simplifier les choses. Vous voyez que je vais vous donner juste un petit peu les règles mathématiques qu'on va utiliser. Si vous avez A sur B au carré, comme ça c'est A carré sur B carré. On va utiliser ça. Si vous avez sin de alpha sur cos de alpha, ça c'est tangente de alpha. Voilà ce qu'on va utiliser. Donc z de x égale moins, vous voyez, 1 demi, ça ne change pas, moins 1 demi de g sur, vous voyez, je vais prendre v0 carré cos alpha au carré. Faites attention, le carré, il est sur le cosinus ici, c'est pas sur alpha. Et tout ça, je peux même mettre des parenthèses comme ça, x au carré. Vous voyez, je mets x au carré là pour montrer que j'ai une constante fois x au carré. Vous voyez, mathématiquement parlant, c'est exactement la même chose. Vous voyez. Bon, là, j'ai mis 1 demi. J'aurais pu retirer le 1 et mettre g sur 2 fois tout ça. C'est exactement la même chose. Vous voyez. Plus, regardez, ici, je simplifie par v0. Là. Sin de alpha sur cos alpha, ça donne tangente alpha, vous voyez. C'est pour cela qu'il y a tangente alpha. Et tout ça fois x plus h. Donc voilà l'équation qu'on vous demande de trouver. Vous voyez. Sachez que là, le 1 demi qui est là, je peux effacer tout ça, si vous voulez. Voilà, comme ça. Ça, c'est pas grave. Je mets ça comme ça, là. Et je mets le 2 ici. C'est pareil. Attention, le moins, il est toujours là. Là. Voilà la réponse à la question 3.2. Juste quelques rappels de maths ici. Vous voyez, si vous avez par exemple z de x égale ax au carré plus bx plus c.
Ça, c'est un polynôme du deuxième degré ou bien un trinôme. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs cas pour résoudre cette équation, vous voyez? C'est-à-dire que z de x égale à 0. Résoudre cette équation, c'est trouver les x de telle façon que la somme de ce trinôme donne 0. Vous voyez? On peut le faire graphiquement, c'est juste pour vous rappeler certaines règles. Vous voyez, regardez là, vous avez x, z ici, 0. Donc, c'est le a. Voilà. Je peux prendre ça comme ça, vous voyez, comme ça. C'est la parabole, bien sûr, elle est dirigée vers le haut comme ça. On appelle ça convexe, si vous voulez, vous voyez, convexe. Ça, c'est pour les a inférieurs à 0, vous voyez. C'est pour cela que là, on a a inférieur à 0, parce que la parabole du motard, elle est comme ça, vous voyez. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, j'ai deux solutions, là et là, pour x, vous voyez. Si pour a égale à 0, je vais rester toujours inférieur à 0, mais je fais comme ça, là. Vous voyez, ici, a, il est toujours inférieur à 0. Donc là, il n'y a pas de solution, vous voyez, pas de solution à l'équation. C'est j'ai une parabole dirigée vers le bas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne rencontre pas, il ne rencontre pas l'axe des x, vous voyez, ici. Donc, il ne peut jamais être égal à 0. Ici, j'ai deux solutions, vous voyez. Deux solutions, pourquoi? Parce qu'il coupe l'axe des x en deux points. Donc, si je prends ça x1, x2, donc si je remplace ici x par x1, ça va donner 0. Par x2, ça va donner 0. Ici, pas du tout, c'est toujours différent de 0, vous voyez. C'est maintenant pour x, z, 0. J'ai quelque chose comme ça, vous voyez. Là. Ça veut dire qu'elle est tangente à l'axe des x. Donc on dit que là, on a une solution double. Vous voyez? Solution double. Donc ça, c'est des rappels un petit peu des fonctions polynomiales, mais de degré 2, que vous faites un peu en maths. Mais comme ici, on a une fonction polynôme du deuxième degré, c'est bien de savoir pourquoi il y a le moins ici et quel est l'intérêt de ce moins, vous voyez? Son intérêt, c'est que la parabole, bien sûr, elle est dirigée vers le haut, si vous voulez. Le sommet, il est vers le haut, le sommet. Et on dit ça en mathématiques, on dit ça convexe, si vous voulez, vous voyez, convexe. Donc ça, c'est pour a inférieur à 0, vous voyez. Si je mets a supérieur à 0, je vais avoir tout le contraire. Donc si je prends, pareil, z ici, et je prends a supérieur à 0. Donc c'est comme ça, vous voyez, a supérieur à 0, là j'ai deux solutions ici, vous voyez. Si j'ai toujours a supérieur à 0, mais j'ai la parabole dirigée dans ce sens comme sur le schéma, là il n'y a pas de solution, vous voyez, pas de solution. Il faut savoir que les solutions, c'est bien sûr quand elles rencontrent l'axe des x. Donc, du moment qu'elles ne le rencontrent pas, ben, il n'y a pas de solution. Et puis après, ici, x, z, a supérieur à 0. Hein. Si je prends une parabole comme ça, là, donc là, c'est solution double. Ça veut dire que il y a un seul x ici qui annule la fonction là, vous voyez, qui est donnée. Hein, tout ça, c'est pour les solutions, bien sûr, de z de x égale à 0. Donc, remarquez que a supérieur à 0, la parabole, bien sûr, le sommet, il est vers le bas. Et on dit que les paraboles, dans ce cas-là, sont concaves. Concaves.
Pour faire la différence entre convexe et concave, sachez que concave, on peut citer deux mots, cavité, cavité ça veut dire un petit trou, et une cave, ça veut dire c'est vers le bas, si vous voulez, vous voyez? Et donc l'autre c'est convexe. Bon, si on élimine déjà concave, l'autre c'est convexe, vous voyez? Donc voilà quelques petits rappels sur les fonctions polynômes du deuxième degré. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a une en face de soi. Donc c'est bien de savoir un petit peu comment les utiliser mathématiquement parlant et pourquoi le a ici est inférieur à 0 et quelle est sa signification, etc. etc. Donc c'est intéressant. Bien, pour la question 3.3, on vous demande quelle est la distance maximale où doit se trouver le point D, hein, pour que l'atterrissage se fasse sur le tremplin, c'est-à-dire ici. Enfin, ici, vous voyez? Quelle est la distance maximale? Donc en fait, vous voyez, il faut chercher les coordonnées du point D, c'est-à-dire XD et puis ZD. Vous voyez? À partir de l'équation trouvée dans le 3.2. Donc sachant que ZD égale à H. Vous voyez? Donc ça, c'est H. C'est pareil que là. Vous voyez? C'est H. Et je vais chercher XD. Donc, qu'est-ce qu'on va faire alors? Donc, on va écrire l'équation trouvée dans la question 3.2, hein, en remplaçant bien sûr Z par Z de D et X par X de D. Donc, je vais d'abord écrire dans un premier temps Z X D égale, il suffit de remplacer moins G sur 2 V0 carré cos carré de alpha, XD au carré, plus tangente alpha, XD. Vous voyez, je travaille au point D, ici, plus H. Donc voilà l'équation qu'on doit résoudre. Or, quelle est la valeur de Z, X de D? C'est rien d'autre que H, puisque Z de D a pour ordonnée H. Donc, je simplifie par les H ici, et je fais la résolution de l'équation qui reste, à savoir moins G sur 2V0 carré cos carré de alpha XD au carré plus tangente alpha XD égale à 0. Donc, c'est ce que je vais faire. Et en faisant la résolution, je vais trouver, bien entendu, l'expression de X de D maximale qu'on doit trouver, c'est-à-dire pour que le pilote soit sur le tremplin. Bien, dans la question 3.3, hein, on a trouvé qu'il faut résoudre l'équation suivante. Donc, moins G sur 2 V0 carré cos carré de alpha, XD au carré, plus tangente alpha, XD égale à 0. Donc, faites attention. Ici, la résolution elle est simple. Pensez à mettre en facteur, parce que souvent, on oublie de mettre en facteur, par exemple, XD, et on tombe dans des résolutions quand même complètement fausses. Donc là, il suffit de mettre XD en facteur. Donc, je mets XD en facteur de moins G sur 2 V0 carré cos carré de alpha, voilà, XD, puisque j'ai mis XD en facteur, donc XD plus tangente alpha, tout simplement, et je ferme les crochets, tout ça égale à 0.
Donc ça, c'est égal à 0. Et il y a deux solutions. Donc xd égale à 0, là, ou xd égale, vous voyez ici, xd égale à tangente alpha fois tout ça sur g. Donc égale 2v0 carré cos carré de alpha fois tangente de alpha sur g. Vous voyez, ça c'est égal à 0, c'est pas compliqué, vous mettez tout ça égal à moins tangente alpha, le moins par le moins se simplifie, et je prends x de d et je trouve cette expression-là. Or, tangente alpha égale à sin alpha sur cos alpha. On peut s'arrêter là et on a la résolution, c'est-à-dire on a x de d qui vaut tout ça. X d égale à 0 à exclure. Pourquoi? Parce que c'est l'origine, donc ça n'a aucun sens. Donc en fait, c'est cette réponse-là qu'il faut retenir. Seulement, dans certains exercices, vous trouvez des réponses un peu différentes à cette expression. Donc, je vais aller jusque-là pour vous montrer ça, comme ça. Si vous trouvez une autre expression différente de celle-là, vous ne soyez pas étonnés. Donc, x de d, qu'est-ce que je fais? Je remplace, vous voyez, je remplace tangente alpha par ce que je viens de trouver. Donc, 2v0 carré cos carré de alpha fois sin alpha sur cos alpha, vous voyez? Et tout ça, c'est sur G. Donc, sachez que là, ici, on peut simplifier par cos alpha, vous voyez? Sinon, on peut écrire ça comme ça et simplifier après, si vous voulez. 2v0 carré cos carré de alpha, sin de alpha sur G cos de alpha. Donc, vous voyez qu'on peut simplifier par cos alpha. Donc, je retire le carré qui est là. Et sachez que en trigonométrie, donc je vais écrire déjà ça, x de d égale à 2v0 carré cos alpha sin alpha sur g. En trigonométrie, bien entendu, vous avez une formule que vous avez certainement faite. Or, 2 cos alpha sin alpha égale à sin de 2 alpha, vous voyez? Donc ça, c'est une formule trigonométrique que vous trouverez dans vos cours de trigonométrie, mais sinon, c'est pas grave, on vous la donne dans un exercice si vous devez l'utiliser. Et qu'est-ce que je trouve finalement? Je trouve x de d égale à v0 carré sin de 2 alpha sur g. Vous voyez? Sur g. Donc voilà le xd qu'il faut trouver. Donc vous voyez que ce xd, j'aurais pu rester avec cette expression-là, et je peux faire le calcul aussi, puisque je connais alpha, je connais g, je connais v0 et je calcule, vous voyez? Mais seulement, je suis allé jusque-là pour utiliser cette formule, et comme ça, si vous la trouvez dans un exercice, vous ne soyez pas étonnés. Donc voilà pour xd max, vous voyez? C'est ça. Faisons l'application numérique de la formule qui est là. Donc, application numérique, xd égale, attention, encore une nouvelle fois, attention, à chaque fois que vous avez un calcul à faire ou que vous avez des formules à écrire, pensez aux conversions, surtout dans les calculs, pensez aux conversions. Posez-vous toujours la question, dois-je convertir une grandeur physique pour faire le calcul ou bien non?
Si vous jugez que c'est non, ben, vous faites le calcul comme vous le pensez. Ben, si vous avez remarqué quelque chose, ben, il faut se dire, ah là là, non, là, il faut convertir. Pourquoi je vous parle de la conversion? V0, c'est donné 160 km par heure. Et bien sûr, pour la mettre en mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. Vous voyez, mètres par seconde. Donc ça, c'est obligatoire à faire déjà. Ensuite, on doit calculer un sinus. Donc, est-ce que ma calculatrice est sur les degrés? Donc, vous voyez que ce sont des choses simples, mais si on ne pense pas, eh bien, tout le calcul est faux. Voilà les remarques. Maintenant, bah, il suffit de remplacer, hein, tout simplement. Donc, 160 divisé par 3,6, je fais le calcul de façon globale au carré, multiplié par sinus de 2 fois 27, puisque c'est 27 degrés, et le tout divisé par 9,81. Bien, tout calcul fait, je trouve x de d 162,9 mètres, que je peux écrire 1,6 10 puissance 2 mètres. Donc voilà la réponse. C'est à peu près 160 mètres. La question 3-4. Bien, pour la question 3-4, on vous demande comparer cette valeur à la valeur qui est donnée dans l'énoncé. Donc, bien entendu que xd calculé est supérieur à 107 mètres. Vous voyez, qui est donné dans le sujet. Cette différence, bien sûr, cette différence vient du fait que les forces de frottement n'ont pas été prises en compte. N'ont pas été prises en compte. Pour simplifier les choses, sachez que les forces de frottement ne sont pas négligeables dans ce cas-là. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a trouvé une différence quand même assez importante. Voyez? Si on avait trouvé autour de la valeur qui est donnée dans l'énoncé, ben, on peut dire que notre étude valide un peu le fait que les frottements soient négligeables. Bon, enfin, ce qui est intéressant, on vous demandait de travailler sans les frottements, chose qu'on a faite. Et après, on vous demande de comparer, et ben voilà la comparaison, tout simplement. Voilà, on arrive à la fin de la résolution de cet exercice. Ça a pris un peu de temps. Cela était nécessaire parce qu'il fallait mettre des règles en place. Il a fallu parler aussi de méthode. Et c'est ça qui est intéressant dans un exercice. Retenez que faire un exercice, ça n'est pas arriver à une valeur ou ça n'est pas arriver à une formule. C'est d'arriver à acquérir une méthode. Donc, pensez à ça. Donc, à chaque fois que vous faites la résolution d'un exercice, quelle que soit sa nature, en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie, n'importe quelle matière, posez-vous la question, toujours, quelles sont les techniques et les méthodes que j'ai apprises en faisant cet exercice? C'est-à-dire des méthodes de calcul, des méthodes de raisonnement, des méthodes pour arriver à un résultat. Donc, posez-vous toujours la question, quelles sont les techniques que j'ai apprises en faisant cet exercice?
Et ce sont ces techniques et méthodes qu'il faut retenir. Et petit à petit, bien sûr, on est prêt à affronter pas mal d'exercices avec ces méthodes. Voilà, voilà, voilà. Bon courage et à la prochaine.